Monsieur le Président, Monsieur Fall, je salue votre courage et je vous exprime ma compassion pour vous-même et vos militants et militantes. Juste quelques questions. Vous êtes témoin oculaire des massacres du stade. Est-ce que c'était une attaque qui visait un groupe et laissait un autre groupe, ou bien cela concernait l'ensemble des personnes qui étaient là, selon votre témoignage? Est-ce que c'était une attaque généralisée? Oui, c'était une attaque généralisée. Ce n'était pas dirigé contre un seul groupe. Il n'y avait aucune raison d'ailleurs. C'était généralisé. Toujours sur la même lancée. Ces groupes-là, des militaires, attaquaient-ils d'autres militaires ou c'était dirigé contre la population civile? C'est des attaques contre des civils. Toujours dans le même cadre. Est-ce que ce n'était pas en connaissance de cause? Est-ce que le fait qu'on vous a dit on va les mater, est-ce que ces groupes-là qui s'attaquaient à ces civils-là n'avaient pas un mobile derrière? Il n'y avait pas une sorte d'intention d'attaquer? Il est loisible de penser que quand des militaires surgissent dans un stade dans lequel il y a des milliers de personnes et que ces militaires, sans qu'il n'y ait d'autres atteintes, se mettent à tirer sur la foule, il est loisible de penser que c'est des prémédités qui sont venus effectivement pour tirer sur la foule. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourrez-vous être alors d'accord avec moi que nous venons de passer en revue les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité, à savoir l'attaque généralisée dirigée contre une population civile en connaissance de cette attaque? Article 7 du statut de Rome. Oui, quand on regarde le statut de Rome, c'est la raison pour laquelle je disais depuis le début de ce procès que la commission internationale d'enquête, qui était composée d'éminents juristes, cette commission n'a pas choisi au hasard l'expression « crime contre l'humanité ». Tous les éléments constitutifs de crime contre l'humanité étaient réunis dans les attaques du 28 septembre. Monsieur Fall, savez-vous également, contrairement à ce qui est avancé, les réquisitoires introductifs du parquet, du procureur, visaient à la fois donc ces rapports qui parlent de crimes contre l'humanité et les rapports nationaux? Pour vous donner raison, n'est-ce pas? Mais je pense que ça, c'est un travail entre vous, de juge, avocat et la justice. Je crois que vous êtes dans votre rôle. Toujours parlant de chiffres, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le premier ni le dernier à penser que ce chiffre-là est un chiffre conservateur? Ce n'est pas le chiffre exact. Même le rapport international n'est pas formel. Ils avancent le chiffre de 150 tout en évoquant la possibilité qu'il y ait plus de morts. Vous le savez? Mais évidemment, vous avez suivi ce procès. La preuve a été apportée ici qu'il y a eu plusieurs corps qu'on a enlevés. Des corps qu'on a pris au stade et des corps qu'on a enlevés dans les morgues. Il y a plusieurs corps qui ont disparu. Et donc, il est loisible de comprendre que le chiffre qui a été donné est beaucoup plus important en réalité. Également, on semble indiquer que c'est tout dernièrement que vous avez pu sortir quelque part le nom Marcel, alors que en 2014, il est écrit noir sur blanc que vous avez identifié formellement colonel Tchegoro, Marcel Guilavogi et Toumba Diakité. Donc, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Absolument. Peut-être un dernier point, avec la permission de Monsieur le Président. Plénipotentiaire, vous avez indiqué ici que le statut de Rome n'est pas un statut imposé aux États africains. Le groupe africain, comme beaucoup de pays en développement, à travers le groupe, ont pris une part active dans l'avènement du principe de complémentarité. Puisque vous le savez vous-même que le principe de primauté a eu beaucoup de difficultés. C'est la première fois dans l'histoire, n'est-ce pas, qu'un tribunal international mis en place adopte ce principe de complémentarité, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous avons tiré les leçons de tout ce qu'on a eu comme juridiction internationale. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de tribunaux
ad hoc, surtout depuis les procès de Nuremberg, les procès de Tokyo, les différents tribunaux ad hoc qui avaient été créés dans les Balkans, aussi dans des pays comme le Rwanda. Il y a eu beaucoup de tribunaux ad hoc. On s'est rendu compte que ça ne pouvait pas continuer, qu'il fallait créer une juridiction internationale qui va juger des crimes les plus atroces. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous étions tous d'accord. Je voudrais souligner un point important qui a fait que les Africains ont adhéré massivement à la création, à l'adoption du statut de Rome. Nous sommes en 1998. Vous savez qu'il y avait eu dans les années 90 une bouffée d'oxygène qui a créé l'avènement de la démocratie dans la plupart des pays en Afrique après le sommet de la Baule, et que tous les régimes à l'époque étaient supposés être des régimes démocratiques. Et donc c'était l'élément qui a amené, et il y a eu beaucoup de conflits en Afrique, au Libéria, en Sierra Leone, un peu partout où il y a eu des crimes atroces. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons estimé, les Africains étaient certainement les plus enthousiastes pour créer le statut de Rome. Mais nous avons été prudents. La prudence que nous avions à Niala, bien qu'on était pour la création de la Cour pénale internationale, d'ailleurs le premier pays à le faire ratifier fut un pays africain, le Sénégal. C'est le premier pays au monde qui a ratifié, c'est dire que les Africains étaient en faveur. Mais autant on était en faveur, autant nous avons pris la mesure, et je crois qu'on a eu raison de le faire, d'insister pour que la saisine de la Cour ne soit pas réservée uniquement au procureur et au Conseil de sécurité, bien que dans le fait, on a vu que ce qui s'est passé récemment, parce que les États n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités en profitant de ce dispositif de la complémentarité. Et cette complémentarité donne le droit à n'importe quel pays, quand les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale sont commis dans leur territoire, ça donne le droit à tous ces pays de dire nous pouvons juger, et vous les jugez. Si vous ne les jugez pas, s'il y a défaillance ou vous refusez, alors la Cour pénale peut agir. Donc cette possibilité est donnée à tous les pays. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire que je félicite les autorités. D'abord, c'est l'autre gouvernement, le gouvernement Alpha, qui avait demandé la complémentarité. Mais malheureusement, le procès ne s'est pas tenu. Mais depuis le 5 septembre 2021, la situation a changé en Guinée. Les nouvelles autorités donc, ont pris le courage de dire, bon, allons-y au procès. Donc cette complémentarité-là, elle est importante. Nous l'avons souhaité et voilà la matérialisation. Monsieur Fall, je ne peux que vous remercier. Est-ce qu'on ne peut pas dire alors que cette théorie, cette doctrine de principe de complémentarité ne va pas trouver application avec ces procès? Le principe de complémentarité positive, l'exemple, le bel exemple que la Guinée va donner au monde de manière concrète, pour la première fois, est-ce que ce n'est pas le verdict qui sera rendu par ce tribunal? Ce procès en Guinée se tient sur la base de la complémentarité. J'insiste et je le dis depuis hier que ce procès était normalement du ressort de la CPI. Mais la complémentarité a fait qu'il a été délocalisé conformément au statut. Et la CPI a donné plein droit au gouvernement guinéen d'exercer son droit souverain pour organiser le procès ici. L'actuel procès qui se fait est un bel exemple de la complémentarité et bel et bien. Monsieur Fall, je ne peux que encore réitérer mon admiration et mon salut pour votre sens de patriotisme. Monsieur le Président, distingué à cette heure, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et avec la permission de Monsieur le Président, Monsieur Fall, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour deux choses. Après Monsieur Baouri, c'est vous. Quand nous voyons une grande personnalité aux côtés des victimes, pour moi et beaucoup ici, c'est une satisfaction. Donc, je vous félicite et je vous remercie. Je voudrais aussi, avec la permission du Président, c'est le dernier commentaire. Vous nous avez comblés
vous nous avez soulagés depuis hier lorsque vous-même vous voyez au vu du rapport, etc., et tout ce que la CPI a fait, que c'est ce qui s'est passé au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Donc, il fallait, avec la permission du président, que je vous adresse ces mots de satisfaction et de soulagement. Je n'ai presque pas beaucoup à dire. Je voudrais vous demander quand même, au-delà de la complémentarité que la justice guinéenne est en train de faire, qu'elle a expérimenté il y a 6 mois maintenant, est-ce qu'avec ce procès, on ne va pas lutter contre d'abord l'impunité dans notre pays, à votre avis? Lutter contre l'impunité en Guinée. Oui, je crois que je l'ai mentionné. Oui. J'ai salué la tenue de ce procès pour cette raison. J'ai parlé de l'omerta sur les crimes de masse que nous avons connus dans notre pays. J'ai dit que cela plombe les efforts de réconciliation parce que je suis convaincu qu'il y a des familles qui ont souffert de ces crimes de masse en Guinée, qui n'accepteront pas qu'on leur dise « venez vous réconcilier de cette manière-là » tant qu'on n'aura pas réouvert et parlé de tous ces problèmes. La Guinée a un besoin pressant de vérité sur ces choses. Je crois que la tenue de ce procès est un bel exemple. Et c'est un exemple non seulement pour les Guinéens, mais aussi pour tous les peuples qui suivent ce procès. Savoir que quand on fait des crimes de masse, on peut être poursuivi. Et que les Guinéens se rendent compte que cela est possible. Puisque c'est la première fois qu'un crime de masse est jugé ici, j'ai dit que ça fera jurisprudence et aussi ce sera un signal pour tout le monde à l'avenir pour savoir qu'on ne peut pas se permettre impunément de tuer des populations entières et rester impunis comme ça se passait comme c'était dans le passé dans plusieurs pays africains. Donc la tenue de ce procès, pour moi, c'est une avancée remarquable pour l'avenir de la justice en Guinée. Bien, ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Ne pensez-vous pas que si notre justice arrive à tenir ce procès à bon port, est-ce que cela ne peut pas nous conduire facilement à la réconciliation nationale? Je souhaite toujours votre avis en tant qu'aîné, en tant que frère juriste. Dans ma déclaration préliminaire hier, Oui. lorsque je suis apparu devant ce tribunal, j'ai conclu par cette idée, en disant qu'au-delà de la tenue de ce procès, il ne faut pas penser seulement aux peines qui peuvent être infligées, et que ce procès ne doit pas être le procès ni contre une personne, ni contre une communauté, mais que ce procès doit être un procès juste, et que ce procès serve non seulement d'exemple pour l'avenir, mais que ce procès puisse nous permettre de nous réconcilier. Quand il y a la justice, il y a la réconciliation. S'il y a le déni de justice, il n'y a pas de réconciliation. Après une justice, on peut se réconcilier. Et je crois que c'est un principe que les Nations Unies chérissent, et c'est la raison pour laquelle, étant un produit de cette organisation, je suis fortement en faveur de la justice, que je considère comme un des piliers essentiels pour tout pays. Quand vous arrivez dans un pays, si la justice ne fonctionne pas bien, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous êtes mieux placés que moi, vous êtes des praticiens de la justice. Moi, j'ai fait le droit, mais je ne suis pas un praticien de la justice. Mais je sais que quand la justice ne fonctionne pas dans un pays, ça a un impact sur toute la vie, les affaires, le commerce et tout, et la stabilité et la quiétude des citoyens. Donc ce procès est un bel exemple. Je ne doute pas de ce que ce tribunal va faire. Je suis très heureux de voir que c'est des magistrats très compétents, très patients, qui prennent le temps d'écouter tout le monde. Et je crois que ça va servir pour l'avenir de notre pays. C'est mon souhait le plus ardent. Bien, pour deux questions techniquement, de précision.
Est-ce que vous êtes informé que des accusés ont été inculpés sur la base du statut de Rome dans cette affaire? Si je n'en doute pas. Bien. Depuis le départ, je vous dis que la CPI avait été saisie de cette question et la CPI suit toujours cette affaire. Tant que le jugement final ne sera pas rendu, la CPI restera saisie de cette question. Ce procès va se tenir, la CPI a l'oreille et les yeux sur Conakry. Si le jugement est rendu conformément à la loi, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a défaillance, la CPI pourra réagir. Mais je ne souhaite pas, je ne suis pas certain que cela arrive. Je fais confiance à ce tribunal. Bien. Et la dernière question. Et vous êtes bien informé au même titre que moi que ce tribunal peut encore requalifier ces faits en crime contre l'humanité. Ce tribunal-là, parce que c'est ici, c'est la juridiction de jugement, c'est la dernière instruction définitive, le premier ressort. Je laisse ce soin au tribunal. Ça ne m'appartient pas de rentrer dans cette querelle juridique. Ouais. Je laisse ça entre vos mains et les mains de la justice. C'est hors de mes compétences ou du moins de ma qualité de partie civile. Ok, encore une fois, je vous remercie et pour votre brillant exposé. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci. Je vous remercie, Messieurs les Présidents, Messieurs les assesseurs, Monsieur Marcel, je voudrais d'abord vous demander si vous étiez en bon terme avec le capitaine Dadis jusqu'à la date du 28 septembre 2009. Bien, je commence avant de répondre à votre question. Je demande à Dieu de me protéger encore ce matin, de me guider par son Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En bon terme avec le président Moussa Dadis Camara, pas tellement. Bien. Alors, quand est-ce que vos relations se sont détériorées? À quelle date précise? Après la prise de pouvoir de 2 à 3 mois, il y a eu un changement à son niveau. Quel a été ce changement-là? Ce changement était dû à la division qu'il a créée à son sein. La division. Pour créer sa garde parallèle. Il était avec maintenant des hommes inconditionnels qui ont parachuté de partout, qui étaient autour de lui. Bien. Vous confirmez que c'est le capitaine Dadis qui a planifié les événements du 28 septembre 2009? Ça, c'est incontournable. Très bien. Est-ce que vous savez, planifier, c'est organiser? Est-ce qu'une seule personne peut faire tout ce qui s'est passé pendant le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de cette planification? Moi, je ne suis pas, je suis qu'un subordonné, je ne peux pas être partie de cela. Bien. En quelle année vous avez été menacé, ce qui vous a empêché de dire la vérité? Parce que pour vous, vous étiez menacé. C'est en 2010 que je fus arrêté. Non, je dis,
Je ne demande pas en quelle année vous avez été arrêté. Je demande l'année à laquelle vous vous êtes senti menacé pour ne pas dire la vérité. Parce que vous êtes revenu aujourd'hui pour dire la vérité. C'est cette année que je veux comprendre, connaître. Depuis 2010-2009, je fus menacé. Donc, depuis 2009, vous êtes menacé. Oui. Quelles ont été ces menaces-là? C'est des menaces de mort ou quoi? Les menaces. De façon concrète. De façon concrète, c'est la mort, parce que quand tu es menacé, c'est militairement, c'est d'effacer les traces. Quelles sont les personnes qui vous ont menacé de mort? Bon, j'ai été arrêté le 31 mars 2010, déféré à la maison, au PM3, dont j'ai subi des tortures. C'est en ce temps que je me suis senti, j'ai compris là, qu'il fallait se réserver pour ne pas trépasser. Très bien. Quelles sont les personnes qui vous ont torturé au PM3, ici, à côté? Vous pouvez citer les noms? Bon, je ne peux pas connaître les noms, je ne connaissais pas les hommes. Vous ne connaissez personne? Non, ceux qui m'ont torturé, je ne connaissais pas ces hommes. Très bien. Est-ce que vous savez, on a ce procès verbal au niveau du PM3. Donc nous allons soumettre une demande dans ce sens. Je continue. Monsieur Marcel, lors de votre interrogatoire au fond, le 3 novembre 2010, devant le pool des juges d'instruction, est-ce que vous avez subi des pressions? Ce procès verbal même a été tenu sans avocat. La question, est-ce que les juges vous ont menacé ou vous avez subi des pressions de la part des juges? Je sais que vous n'aviez pas d'avocat et vous avez consenti être interrogé sans avocat. Est-ce que les juges vous ont menacé? Bon, en vérité, les juges ne m'ont pas menacé. Mais j'étais malade même. De la manière dont on a été extrait de la cellule Cortésé au niveau de la gendarmerie, je ne sais pas si c'est la villa, c'était pas du tout, je me suis senti que ce n'est pas une sécurité. Pourquoi je me suis réservé. Donc, vous confirmez que devant le pôle des juges d'instruction, vous n'avez pas été menacé, vous n'avez pas subi de pression? Bon, menacé ou pas, j'ai gardé le silence. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez compris le sens et la portée de la question posée par monsieur le procureur de la République? Je vais le nommer monsieur Al-Gassimou Diallo. La bonne ou la mauvaise foi, c'est important devant une juridiction correctionnelle, voire criminelle. Est-ce que vous avez compris le sens de cette question? Bon, si vous pouvez m'expliquer. Je reprends en termes simples. Monsieur le procureur de la République présent ici vous a posé une question. Être de bonne ou de mauvaise foi, c'est déterminant devant un tribunal. Est-ce que vous avez compris le sens et la portée? Ou bien, si vous voulez, en français facile, est-ce que vous avez compris cela? J'ai compris, c'est pourquoi j'ai décidé de venir
relater les faits réels de ce que j'ai vécu. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous maintenez que vous êtes arrivé au stade aux environs de 10h, 11h? Vous avez fait cette déclaration devant cette juridiction. Vous maintenez cela? Bon, je n'ai pas donné de date fixe, de l'heure fixe. Bon, je n'avais pas eu de montre. Mais en tout cas, ce que je sais, que c'était avant midi. Donc c'est avant midi que vous êtes arrivé au stade? Oui, parce que, oui, midi déjà, quand il y a le soleil, on peut savoir qu'il est midi. Bien. Vous maintenez également la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction, que quand vous êtes arrivé, vous avez entendu des tirs. Vous maintenez cela? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes averti que le massacre a commencé de 10h30, 11h vers 12h? Donc, est-ce que vous êtes convaincu que votre arrivée au stade avec vos hommes, c'est en ce moment que les tirs ont commencé? Moi, je ne suis pas arrivé au stade avec un homme. Vous dites? Je dis que je ne suis pas arrivé au stade avec un homme. Bien. Alors, vous confirmez que vous étiez au stade quand même? Ça, c'est acceptable. Sur la pelouse, vous confirmez aussi, vous êtes parti à la tribune? Bon, je ne suis pas monté à la tribune. Bien. Alors, quelles dispositions aviez-vous prises pour empêcher les tueries? En tant que bon militaire, en tant que capitaine, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre? Bon, moi, je n'ai pas vu un corps. Je crois que j'ai largement expliqué ça ici. Je ne veux plus revenir à ça. Avec la permission de Monsieur le Président, ma question, comme vous étiez au stade, quelles mesures aviez-vous prises pour stopper le massacre, les tueries? Je ne demande pas si vous avez vu des corps. Oui, vous savez, les tueries, ça déjà, il y a les morts. Quand tu vois les corps, il y a ceux qui ont les tueries devant toi. Mais moi, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai réitéré les 2 jours passés. Il veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Ah, j'ai intervenu de ma manière, comme j'ai expliqué la fois passée. Bien. Vous confirmez la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction criminelle, que vous êtes un homme influent au sein de l'armée en ce moment. Vous confirmez cela? Je ne suis pas un homme influent au sein de l'armée, mais je suis un homme formé aussi. J'ai suivi une formation militaire. Monsieur Marcel, n'est-ce pas, vous avez déclaré ici que vous êtes ou vous étiez influent au sein de l'armée. Moi, j'ai entendu ça, j'ai noté. Je voudrais savoir si vous maintenez. Tout militaire est influent. Donc, vous êtes influent. Bien. Tout militaire. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que votre influence a été confirmée par le commandant Toumba dans son procès verbal du 23 mars 2017 avec la permission de Monsieur le Président? Marcel était influent au sein de l'armée. Vous voyez? Donc,
Monsieur Marcel, est-ce que votre influence, le fait que vous étiez influent, vous ne faites pas partie de ceux qui ont planifié les événements du 28 septembre et aussi, personnellement, exécuté cette planification? Je peux répondre? Oui. Je ne sais pas comment vous qualifiez l'influence. Moi, depuis que je suis soldat, je travaille au secrétariat de la garnison, adjudant de bataillon. C'est ça l'influence, le service militaire. C'est ça l'influence d'un militaire discipliné. C'est ça l'influence d'un soldat. Le soldat qui est indiscipliné n'est pas influent parce qu'il ne fait pas les règles militaires. Voilà. Moi, je suis influent parce que je suis discipliné. Mais je ne fais pas partie de ce que vous qualifiez ou bien vous analysez comme influence. Bien. Monsieur Marcel, quelle réponse avez-vous à nous donner de cette déclaration du commandant Toumba dans son procès verbal? Je cite: à leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça, c'est le commandant Toumba, à la page 6 de son procès verbal. Lorsque vous êtes arrivés, les tirs ont commencé. Quel est votre avis? Je n'ai pas d'avis. Ma déclaration, c'est ce que je tiens. Très bien. Pourquoi, lorsque le commandant Toumba vous a dit d'arrêter les tirs, vous avez refusé? Il vous a dit arrêtez de tirer, vous avez refusé. Pourquoi? Moi, je n'ai pas vu Toumba me dire d'arrêter de tirer parce que je n'avais même pas une arme. Comment il va me dire d'arrêter de tirer? Bien. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba parce que son procès verbal s'est écrit, il a signé? Vous êtes prêt à une confrontation? Confrontation avec Toumba? Oui. Bon, si le tribunal prend nécessaire. Je voudrais savoir si vous êtes prêt. Ce n'est pas d'abord le tribunal, c'est le tribunal qui ordonne. Est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il faut que cette question soit très claire. Je ne peux pas m'opposer à ça. Merci. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que l'armée, sauf en cas de réquisition, est chargée de maintenir l'ordre? Est-ce que l'armée, je dis bien, est-ce que l'armée, les militaires alors, sont chargés de maintenir l'ordre, sauf en cas de réquisition? Bien sûr, c'est ce que vous dites, c'est la vérité. C'est en cas de réquisition que le chef d'État ou bien le ministre de la Défense au chef d'État-major qui décide. Très bien. Cette réquisition. Est-ce qu'on vous a délivré une réquisition pour être au stade, pour maintenir l'ordre? Bon, moi, je n'étais pas parti au stade pour maintenir l'ordre. Parce que le président était sorti. C'est ce qui m'a poussé d'aller à sa recherche. Et c'est un fait habituel. Bien. Ayant tiré sur les manifestants avec vos soldats, est-ce que vous pouvez nier ça aujourd'hui? C'est ce que vous dites, hein? Moi, je n'ai pas vu. Oui, c'est ce que je dis et je le maintiens. Si vous avez des preuves. Bien. Alors, Monsieur Marcel, sans les nommer, un nombre important de victimes
Il y en a qui sont décédés. Il y en a même parmi eux des leaders qui sont décédés. Ont déclaré dans leurs procès-verbaux respectifs que vous étiez au stade avec vos soldats. Vous avez participé à la fusillade. Qu'en dites-vous? Cela ne me ressemble pas. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes parti au stade? J'ai déjà répondu à cette question. Merci. Vous étiez à la clinique. Vous avez sorti la grenade pour attraper les éléments de Tchéboro, du colonel Tchéboro, pardon. Je n'ai pas dit élément de Tchéboro, j'ai dit Tchéboro lui-même. Très bien. Est-ce que vous seul, vous pouvez arrêter le colonel Tchéboro, vous seul, vous deux, si on vous laisse ensemble? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible d'arrêter Tchéboro? Oui. Mais bien sûr. Très bien. Mais pourquoi du stade, j'insiste, même si c'est posé, du stade, vous avez suivi les leaders jusqu'à la clinique? Est-ce que ce n'était pas faire du mal, faire exploser, jeter la grenade au sein de la clinique? Non. J'ai beaucoup expliqué cela. Peut-être vous voulez que je commente dire des bêtises, non? Bien. Monsieur Marcel, quelle information avez-vous des tortures qui ont eu lieu au camp Koundara? Quelle information? Est-ce que vous pouvez nous renseigner? Non, bon, moi je ne suis pas le commandant du camp Koundara et je ne partais plus là-bas. J'ai expliqué ça depuis le premier jour de ma déclaration. L'antécédent, le comportement de M. Begré m'a poussé d'éviter ce camp qui était sous le commande du capitaine Moussa Dadis Kamara. Je ne fréquentais pas ce milieu. Bien. Est-ce que vous convenez avec moi que les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi, ce sont des faits commis par des éléments de l'armée, de la police, de la gendarmerie et certains civils? Est-ce que vous êtes d'accord quand même pour ça? Il ne peut pas avoir un tel crime dans un pays sans accuser ces faits. De votre déclaration, c'est ça? Et lorsqu'on dit armée, l'armée c'est un nom commun. Ce nom commun, ce n'est pas un nom propre. Cette armée a été dirigée par une hiérarchie. Cette armée ne peut pas faire des bêtises sans au vu du chef de l'État. Alors, si le chef de l'État lui-même ne veut pas prendre sa responsabilité, alors, où nous en sommes? Que toute la hiérarchie soit là? C'est une honte pour le CNDD. Ou bien tous les membres du CNDD doivent être là pour répondre devant l'histoire. Parce que vous dites l'armée. Excusez-moi. L'armée, ce n'est pas un individu, c'est un nom commun. Dirigé par un chef militaire de la transition. S'il y a des dégâts, mais qui prend la responsabilité, qui l'assume. Bien. Vous avez parlé de hiérarchie dans l'armée.
vous êtes bien informé, moi je ne connais pas bien les règles militaires. Alors, quelle est cette hiérarchie du chef de l'État jusqu'au chef d'état-major de l'armée, de terre, de mer, etc. Quelle est cette hiérarchie? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Monsieur Marcel, vous êtes d'accord quand même que ces crimes qui ont été commis contre une population civile quand même? Vous êtes d'accord avec moi? De nos jours, je n'ai pas entendu encore qu'il y a eu un militaire décédé au stade. Je vous félicite et je vous remercie pour cette réponse. Donc il n'y a aucun militaire, c'est contre les civils. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi les débats entre avocats, tribunal et parquet sur le rapport international d'enquête des Nations Unies, les conclusions? Moi, je n'ai pas lu ça. Je n'ai même pas ça à mon niveau. Je vais être précis. Je ne vous demande pas si vous avez lu le rapport. Je vous demande si vous avez suivi les débats, les discussions entre les partis, le tribunal, etc. en ce qui concerne les conclusions du rapport international d'enquête des Nations Unies. Est-ce que vous avez suivi ces débats-là parce que vous étiez là-bas? Bon, je me rappelle plus de ces conclusions-là. Bien. Est-ce que vous êtes averti que dans ce rapport, l'une des conclusions essentielles, c'est que les crimes qui ont été commis au stade, ce sont des crimes contre l'humanité? Moi, je ne suis pas un homme de droit. Je ne connais pas crime contre l'humanité. Je ne connais pas la distinction. Bien. Monsieur Marcel, est-ce qu'au sein de l'armée, de la police et de la gendarmerie, on ne vous enseigne pas le droit humanitaire? Les conventions de Genève? Vous n'avez pas reçu une telle formation? Oui, on enseigne. Je n'ai pas bien compris. On enseigne l'hygiène et le secourisme, le CICR. Merci. Êtes-vous encore informé que la Cour pénale internationale, le bureau du procureur particulièrement, suit ce dossier? Est-ce que vous êtes informé? Est-ce que vous le savez? Bon, que la CPI suit ou pas, moi j'ai confiance à la juridiction guinéenne, qui d'ailleurs est honorée depuis hier par un trophée du ministre de la Justice. J'en ai fier de ma justice. Bien. Vous n'êtes pas juriste, mais vous avez des avocats. La question qui suit, est-ce que vous vous rappelez que lors de l'ouverture de ce procès-là, le procureur de cette cour, M. Khan, était là? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Le procureur, il était là, on a tous vu. Bien. Alors, si le procureur de cette cour est là, est-ce que ce n'est pas parce que ce sont des crimes qui relèvent de la compétence de la cour?
Je n'ai pas de réponse pour ça. Bien, je continue. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez, lorsque ce procureur est venu, il a signé un protocole avec le gouvernement guinéen, avec le colonel Mamadi Doumbouya. Un protocole a été signé pour le suivi de cette affaire. Comme je n'étais pas là-bas, je ne peux pas confirmer. Bien. Monsieur Marcel, je termine, je suis vers la fin. Aujourd'hui, nous avons 11 accusés. Est-ce que, monsieur Marcel, comme vous avez décidé de venir dire la vérité et toute la vérité, on va mourir tous, hein? C'est une évidence. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres personnes, militaires, gendarmes, policiers, civils, impliqués dans cette affaire qui ne sont pas devant cette juridiction criminelle? En toute honnêteté. Merci, maître. Vous savez, il ne faut pas tordre les doigts. Ce que j'ai vu, j'ai dit depuis le premier jour, je ne suis pas venu pour affirmer les dits de quelqu'un. Ne mens pas sur quelqu'un. J'ai entendu, je crois, ça c'est des suppositions. Ce que j'ai vécu, c'est ce que je ne pourrais que relater. S'il y a des explications que je n'ai pas pu faire, si je me rappellerai, je le dirai, mais jusqu'à preuve contraire, je ne peux plus, je ne peux pas accuser quelqu'un à tort. Parce que chacun de nous a un compte à rendre après la mort. Donc, les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, c'est seulement les 11 là qui les ont commis? En toute honnêteté. Donc c'est seules ces personnes-là. 11, ça veut dire? Les 11, y compris vous. Il y a 11 accusés ici. Nous sommes des accusés, c'est au tribunal d'apprécier qui a fait quoi à travers les déclarations et les preuves. Avec la permission de Monsieur le Président, je vais repréciser ma question. Je vais vous demander les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Est-ce que c'est seulement vous, les 11 là, qui les ont commis, ou bien il y a d'autres personnes, civils, militaires, gendarmes et policiers? Donc tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est vous 11 seulement? C'est ça la question. C'est ce que je viens de dire. On a fait des déclarations. C'est au tribunal d'apprécier. D'accord. Monsieur Marcel, je termine par ceci. Est-ce que vous savez ce que vous nous avez apporté d'important dans cette affaire, votre retour? Vous savez cela? J'ai dit que ma part de vérité, et je sais que j'ai contribué à la manifestation de la vérité. Ça, c'est... Très bien. Je sais que je suis libre. Naturellement. Bien, c'est la dernière question. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez, moi je suis convaincu, je reste là, l'élément que vous nous avez apporté dans cette affaire, l'élément essentiel, ce que vous avez apporté, et c'est fondamental, c'est le fait de reconnaître que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre. Ça, c'est très important. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Président. Je remercie Messieurs les assesseurs.